Un jour, à midi, l'empereur m'envoya chercher. Il était dans son petit jardin avec un homme que je ne connaissais pas et un jeune enfant qui paraissait avoir de 9 à 10 ans. Me prenant à l'écart, l'empereur me dit: Hortense, regardez cet enfant. À qui ressemble-t-il? C'est votre fils, sire. C'est le portrait du roi de Rome. Vous le trouvez? Il faut donc que ce soit moi qui ne croyais pas avoir le cœur tendre. Cette vue m'a ému. Vous paraissez instruite de sa naissance. D'où la connaissez-vous? Chez le public, on a beaucoup parlé et cette ressemblance me prouve qu'il ne s'est pas trompé. J'avoue que j'ai eu longtemps douté qu'il fût mon fils. Cependant, je le faisais élever dans une pension de Paris. L'homme qui s'en était chargé m'a écrit pour connaître mes intentions sur son sort. J'ai désiré le voir et comme vous, sa ressemblance avec mon fils m'a frappé. Qu'allez-vous en faire? Sire, je m'en chargerai avec plaisir, mais ne pensez-vous pas que ce serait peut-être donner sujet à la méchanceté de s'exercer contre moi? Oui, vous avez raison. Il me était agréable de le savoir auprès de vous, mais on ne manquerait pas de dire qu'il est votre fils. Lorsque je serai établi en Amérique, je le ferai venir. Il rejoignit alors le monsieur qui attendait plus loin. Je me prêchais de cet enfant, beau comme un ange. Je lui demandai s'il était content dans sa pension et à quoi il s'amusait. Il me répondit que depuis quelque temps, lui et ses camarades jouaient à se battre et qui faisions du parti. L'un appelait les bonapartistes et l'autre les bourbonistes. Je voulus savoir de quel parti il était. De celui du roi, me dit-il, et quand je lui en demandai le motif, il me répondit: Parce que j'aime le roi et que je n'aime pas l'empereur. J'ai jugé combien il était loin de soupçonner sa naissance et de connaître celui qui venait voir. J'ai trouvé sa position si bizarre que j'ai questionné sur la raison qui lui faisait ne pas aimer l'empereur. Je n'ai aucune raison, me répète-t-il, si ce n'est que je suis du parti du roi. L'empereur nous rejoignit quand j'ai dit à la personne qui en était chargée: Il alla déjeuner. Je le suivis et il répéta souvent: Cette vue m'a ému. Il ressemble à mon fils. Je ne me croyais pas susceptible de l'impression qu'il m'a fait éprouver. Sa ressemblance avec mon fils et avec moi vous a donc bien frappé? Et tout son déjeuner se passa dans des semblables discours. Monsieur Gabriel de Lesser vint de Paris pour m'annoncer qu'un aide-de-camp du général Excelmans qui quittait les avant-postes jugeait que les troupes ennemies faisaient un mouvement du côté de Saint-Germain et que c'était sans doute dans l'intention de couper la retraite à l'empereur. Il était dans son cabinet. J'allais lui rendre compte de la nouvelle de M. de Lézère, qui fit entrer et auquel il demanda devant moi quelques explications relatives à ce qu'il m'avait dit. Sur cette table était une grande carte où il marquait avec des épingles la position des différents corps. Ils ont changé en quelques-unes d'après ce qui lui était dit par M. Désert. Il lui demanda à combien on évaluait les troupes ennemies qui cernaient en Paris et sur la réponse de M. Désert, il s'écria: Pauvre France, être soumise par une poignée de Prussiens! Lorsque je me trouvais seule avec lui, j'osais lui faire quelques questions sur notre position. Je lui demandais si nos forces étaient plus considérables que celles de l'ennemi. Non sûrement, dit-il, mais qui ne fait-on pas avec des Français? On lui annonça les ducs de Bassano et M. Lavalette. Je me retirai. Plusieurs dames de Paris vinrent le soir lui faire leur adieu, entre autres Madame de
Châtel, il reçut tout dans son cabinet et je ne le revis que le lendemain. Lorsque je fus réveillée, on me dit que cette jeune polonaise, Madame B, était déjà arrivée avec ses enfants, qu'elle avait pris congé de l'empereur et qu'elle demandait à me voir. Elle était toute en larmes, elle m'attendrit et j'engageai de déjeuner seule avec moi, puis qu'on ne la vit pas dans l'état de chagrin où elle paraissait. J'ai appris en descendant au salon que le ministre de la Marine était venu dans la nuit, qu'enfin on avait accordé à l'empereur la disposition des frégates qui demandait et que rien n'arrêtait plus son départ. Il était dans ce moment occupé à regarder les voitures désignées par son voyage. Les personnes qui l'accompagnaient vinront indignés du mauvais état où elles étaient et diront qui sans doute l'écuyer commandant qui avait conservé ce poste malgré le changement survenu voulait en cause assurer plus l'avenir montrer son zèle souverain qui devait succéder en donnant à l'empereur ce qu'il y avait de moins solide. Je lui proposai ma voiture de voyage, mais il a refusé voulant partir dans une calèche. Il me demanda ce que je comptais faire et quelle était ma fortune. Je lui ai dit que je ne possédais qu'immédiatement ceux de ma mère parce que les détentions avions observé la succession mais que gérer mais tiré en Suisse. Je désirais vivre dans la retraite que j'avais assez pour cela. J'ajoutai qu'il lui serait peut-être nécessaire d'emporter quelques diamants et que les miens étaient à sa disposition, que je les avais tous reçus de lui qui lui appartenaient. Il consentit à en prendre une rang de la valeur des 200 000 francs dont il voulut absolument me faire un billet, malgré le refus obstiné que je lui opposais, malheureuse de faire si peu celui à qui je devais tout. Alors, pour la première fois, il me fit part de ses projets, me dit qu'il allait aux États-Unis et que ceux qui partaient en son nom n'avaient d'autre parti à prendre que de venir les rejoindre. Ce serait la supposition de vos enfants, car, ajouta-t-il, si les Bourbons reviennent sur le trône, ils y resteront plus longtemps qu'on ne croit.